Bienvenue dans Interaction, une émission interactive qui permet de découvrir semaine après semaine la construction d'un portefeuille financier. Et pour en parler, je reçois Thomas Louis et Paul Scherer, gérants et économistes du fonds Interaction. Messieurs, bonjour. Bonjour. Et Hubert Tassin, évidemment notre analyste. Bonjour. Bonjour Hubert. Alors, c'est une émission un peu spéciale, compte tenu de la suspension de notre rendez-vous au mois d'août et des fortes turbulences cette semaine sur les marchés. Nous allons en profiter pour prendre un peu plus de recul, déjà sur le mois et puis depuis le début de l'année, c'est-à-dire depuis 8 mois. Et on commence, comme d'habitude, par notre rubrique Tendance. Alors évidemment, messieurs, la tendance cette semaine a été marquée par la chute des marchés asiatiques en début de semaine, puis dans la foulée des autres places mondiales. Je rappelle simplement, la bourse de Shanghai s'est effondrée lundi de 8,5%, puis mardi de presque 7,63%. Dans un marché affolé, on va voir si effectivement c'est simplement ça, mais en tous les cas, en première lecture, affolé par un affaiblissement persistant de la croissance économique chinoise. Depuis hier, les investisseurs semblent rassurés, notamment par des mesures de soutien des banques centrales un peu partout dans le monde. Est-ce que pour autant, messieurs, le risque chinois est derrière nous ou la bulle spéculative, on en parle aussi beaucoup, est au contraire devant nous? Alors, Hubert, peut-être pour commencer. Il y a deux manières de voir les choses. D'abord, si on se reporte 9 mois en arrière, les gens qui ont des actions chinoises et qui ont la Banque centrale de Chine, plus ou moins, derrière tous les institutionnels pour leur racheter, ont gagné de l'argent. On perd 12% depuis le début de l'année, on perd aussi 12% dans le mois. Donc c'est pas non plus la fin du monde. Ce qui est, en revanche, ce qui a déclenché la vague, c'est la dévaluation du taux de change du yuan contre le dollar, puisque la Chine était en train de subir la hausse du dollar contre le yen et contre l'euro. Donc c'est pas non plus quelque chose d'anormal, et en plus il peut y avoir des visions de long terme. En revanche, le modèle a tourné, les économies, la croissance mondiale est tirée par les économies des pays riches, des États-Unis, puis de l'Europe et du Japon, en tout cas. Plus par les pays émergents. Et moins par les pays émergents. Mais on l'a déjà dit, c'était notre dernière émission, c'était notre débat avec Thomas. La Chine est un problème, c'est que les 7% de croissance, on ne peut pas tout à fait y croire quand il y a 5% de hausse des dépenses d'électricité, par exemple. Paul, peut-être que vous voulez rajouter quelque chose? Non, je suis assez d'accord avec le fait qu'on est en ralentissement en Chine, que c'est quelque chose, mais on l'a évoqué pendant tout le mois de juillet finalement. On a un ralentissement qui a commencé en 2010-2011 et ce ralentissement commence à inquiéter l'ensemble des marchés parce que quelque part on se pose la question de savoir s'il n'y a pas un risque déflationniste derrière et un retour du risque déflationniste. Et c'est pour ça que finalement la dévaluation a été le catalyseur d'une très grande inquiétude de l'ensemble des marchés. Alors, est-ce que véritablement on a assisté à une forte dévaluation du yuan? Je crois que vous avez amené un graphique où vous comparez la dévaluation du yuan face aux autres monnaies des pays émergents, les fameux BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine. Est-ce qu'on peut revenir sur ce schéma? Oui, en fait, l'idée qu'on défend depuis un petit moment, c'est de dire qu'on est dans l'avènement d'un nouvel ordre monétaire dans lequel le yuan aura sa place, avec une convertibilité accrue, une place internationale, une devise de réserve, une devise de commerce international. Et c'est un thème qu'on visite régulièrement. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on avait des bandes de fluctuations qui étaient de 1% et on s'attendait sur le week-end à ce qu'on nous annonce un certain nombre de choses après des bandes de fluctuations de 2% qui ont permis une dévaluation, qu'on nous annonce aussi une baisse des taux d'intérêt et une baisse des réserves, de façon à libérer de la liquidité en yuan. Il se trouve que ces annonces ne sont pas venues pendant le week-end et c'est ce qui a mis le feu aux poudres. Mais globalement, le mouvement dans son ampleur reste, en matière de change, reste relativement faible si on le compare à ce qui s'est passé en Russie ou au Brésil et même en Afrique du Sud. Et j'ai pris dans ce graphe la période qui correspond à l'anticipation de la baisse du pétrole au mois de septembre l'année dernière, et on voit très clairement que finalement la devise chinoise a été particulièrement stable. Alors, ce qui est important aussi, c'est quand même ce tournant économique de la Chine et des pays, bouscule les pays émergents et surtout
a donné lieu à une nouvelle phase de baisse des cours du pétrole. Ça aussi, c'était un des thèmes structurants du fonds. Une forte dépendance on en a suffisamment parlé. Par rapport à la Chine. Écoutez, on a à la fois une demande qui va être moins forte et une offre qui forcément s'accélère, puisque des pays comme la Russie, on le voyait sur le graphique, qui ont une monnaie qui baisse et un pétrole qui baisse, pour avoir des réserves de change, ils font tourner la perspective de l'Iran, 9% des réserves mondiales qui viennent sur le marché. Tout ça ajouté au fait que les fameux gaz de schiste ont complètement modifié la donne, puisque quand le pétrole est bas, il suffit qu'il remonte un petit peu, mais même au pétrole bas, vous pouvez aller chercher du schiste, il suffit de vendre à terme et de trouver un financement qui correspond. Donc on a complètement changé de monde avec, et ça c'était aussi un des thèmes, avec le pétrole. La petite crise, la crise de croissance chinoise, il faut dire que c'est une crise de croissance, c'est pas non plus l'entrée en dépression, c'est pas l'Allemagne de Weimar. La crise de croissance chinoise change quand même la donne. Et en fait, finalement, la baisse du prix du pétrole a eu un effet sur l'ensemble des actions qui ont baissé pour tout ce qui était le secteur matières premières, matériaux de base et énergie. Et on s'est mis à prendre peur que cette baisse des actions se traduise par des défauts obligataires majeurs qui mettraient le feu aux poudres et qui nous basculeraient dans la déflation. C'est pour ça que finalement, les marchés occidentaux sont allés revisiter les niveaux qu'on avait au mois d'octobre, à peu de choses près, période à laquelle finalement, on avait peur de la déflation que la stratégie de la Banque Centrale Européenne, en rejoignant le quantitative easing, avait éloigné. Mais alors, est-ce que vous pensez, parce qu'on l'a vu, il y a eu une influence de cette chute des marchés asiatiques sur nos marchés occidentaux, la bourse de Paris, la bourse de New York. Est-ce que vous pensez que, on peut encore revivre ça ? Je rappelle qu'au mois de juillet, il y avait déjà eu une chute de 30% des marchés asiatiques, créant un véritable risque chinois. Est-ce que ça peut encore se... Le risque qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a les taux d'intérêt qui sont tellement bas que l'argent n'est pas cher, vous pouvez l'utiliser à tout moment dans n'importe quel marché. Et les problèmes des marchés boursiers, c'est que c'est les mieux organisés de tous. Il y a une cotation continue en permanence, des échanges possibles, et on a tout de suite un prix sur le bien. Il n'y a pas de problématique, pour l'instant en tous les cas, de liquidité. Donc le marché devient ultra sensible à n'importe quelle nouvelle. Des capitaux monumentaux se déplacent à droite à gauche, pas forcément pour des raisons d'investissement, on reviendra sur la nature du fonds aujourd'hui, mais pour des raisons purement spéculatives dans de nombreux cas. L'anticipation qu'on a connue avec cette baisse monumentale, enfin très importante et très violente surtout, de lundi et de mardi, mardi ça a remonté, pardon, donc de lundi dernier, cette baisse-là, elle est, on le verra en détail, elle est essentiellement drivée par les grandes capitalisations, donc les plus liquides qui ont été vendus, y compris à découvert bien souvent. Donc on va avoir toutes les façons des marchés, et c'est pour ça qu'il faut qu'on s'intéresse aux tendances et aux thèmes structurants, on revient souvent sur le sujet, mais c'est impératif, parce qu'on vivra cette volatilité, on la subira même. Alors, on aura l'occasion de le revoir avec un de vos graphiques, Paul, justement sur l'indice VIX, cet indice de la volatilité. Juste un petit point, je pense qu'il est important de voir qu'en fait, on a eu l'impression au début de la semaine que la Banque centrale chinoise ne rentrait pas dans le concert des nations et des pays occidentaux qui finalement sont focalisés sur le risque de déflation. Donc de ce fait, on a eu une inquiétude. Elle a parlé depuis et finalement, les choses se sont un tout petit peu calmées en termes d'excitation sur les marchés. Elle a parlé depuis et surtout, la croissance américaine est au rendez-vous avec une très forte révision pour l'estimation du deuxième trimestre hier. Et donc, on a à la fois une croissance américaine qui tourne et la peur de l'importation de la déflation aux États-Unis qui fait que la hausse des taux de la Réserve fédérale est a priori remise de quelques mois. En fait, le rythme de remontée des taux sera, comme on lit depuis le début de l'année, beaucoup plus lent que ce que les marchés ont anticipé. Voilà. Parce que la déflation... on apporte de la déflation avec des évaluations. Vous parliez des États-Unis. Nous étions tout à l'heure sur les devises. Si on compare justement la devise américaine et chinoise, est-ce que, Paul, on peut dire qu'aujourd'hui, le yuan s'autonomise vis-à-vis du dollar ? Quelque part, en fait, le fait de pouvoir être librement convertible, d'une part, d'être internationalisé et d'avoir des bandes de fluctuation qui sont bien plus importantes, ça veut dire que demain,
finalement, il peut s'autonomiser et on a eu en 98 une très grande peur parce que les différents pays sont sortis du PEG, c'est-à-dire d'une corrélation très forte de la devise avec le dollar. Là, peut-être qu'on assiste à cette autonomisation du yuan et l'organisation d'une zone monétaire qui apparaît clairement parce que finalement, c'est le pays qui a le moins dévalué d'Asie. Hubert, vous vouliez rajouter quelque chose ? Non, il ne faut pas quand même... Ça c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est qu'il y a un système bancaire qui est en quasi-faillite. Et donc, on a à la fois une devise qui veut rentrer dans la liberté et une économie qui est totalement dans les mains d'un pouvoir totalitaire du Parti communiste. Donc, c'est assez particulier comme différence. Un cas assez complexe qu'on suivra évidemment les semaines suivantes sur les marchés. On va passer maintenant à notre rubrique tableau de bord. Alors, Paul, si on peut revenir sur les indicateurs qu'on suit semaine après semaine. Alors, semaine après semaine, là, on a un mois d'écart, finalement. Oui. Et sur ce mois, il s'est passé cet accident et cette volatilité extrême, on reviendra dessus, qui fait que nos indicateurs 1 et 2 sont devenus orange, ce qui correspond à une certaine fébrilité et une inquiétude de bascule dans un schéma de crise et de catastrophe. Pour autant, globalement, la partie macroéconomique n'a pas évolué négativement, elle est très stable et c'est plutôt des comportements de marché qui se sont finalement détériorés avec un stress de refinancement qui lui s'est amélioré. Donc globalement le tableau de bord intègre le fait qu'il y a eu de la fébrilité mais n'est pas particulièrement dramatique, pas particulièrement plus dramatique aujourd'hui qu'il ne l'était finalement à l'issue des excitations autour de la Grèce. Le point qui me paraît important à regarder, c'est finalement le VIX. Alors justement, Thomas, vous en parliez, cette sensibilité des investisseurs aux différentes nouvelles, qu'elles soient macroéconomiques, microéconomiques. C'est du coup cet indicateur de VIX qui mesure la volatilité et qu'on résume effectivement comme l'indice de la peur. Alors il a explosé, c'est ça, ces derniers temps ? Tout à fait. Cette semaine, on a vu le VIX retrouver des niveaux qu'on ne lui avait pas vus depuis très longtemps. Et on le voit, alors le VIX, c'est la volatilité de l'indice S&P 500, c'est l'indicateur, c'est le trait rouge sur le graphe que je vous présente, et vous avez en bleu celui du DAX. On voit qu'on est monté à des niveaux qui sont des niveaux si on peut anormaux. Mettre à l'écran, je vois le slide précédent, voilà, qui représente le VIX du S&P 500 et le DAX allemand. Ça, c'est le court terme. Voilà, sur le court terme. Voilà. On voit bien qu'il s'est passé quelque chose d'assez exceptionnel dans les 10 derniers jours. Et si on se replace dans une vision de long terme, parce que je pense que c'est important est-ce que cette crise des yuan est vraiment importante si on regarde l'histoire ? Alors, en termes d'excitation sur les marchés, oui, de brutalité sur les marchés, c'est quelque chose d'important. Puisque... Il faut juste montrer le long terme. Oui, sur l'indicateur long terme. Voilà, sur les 25 ans de crise. Oui, donc on voit très clairement que les pointes rouges illustrent les crises depuis 1991. Ça permet de repérer qu'on a à peu chose près la même volatilité que quand on a enclenché la crise souveraine européenne. On est au-dessous de la crise des subprimes et on retrouve à peu près les niveaux de la crise asiatique. C'est donc vraiment quelque chose d'important. Est-ce que ça aura les mêmes conséquences? Est-ce que ça sera effacé rapidement? Ça, c'est justement en fonction de la lecture que vont faire les opérateurs et les rencontres de Jackson Hole peuvent participer à éloigner le spectre déflationniste puisque le thème central de tous les banquiers centraux qui se retrouvent là, c'est de parler de l'inflation. Eh bien, merci beaucoup Paul. Voilà pour les tableaux de bord. On passe maintenant aux performances du fonds Interaction. Alors, messieurs, en effet, où en est le fonds Interaction déjà par rapport à l'indice effectivement de référence, le CAC 40? Alors, c'est le CAC 40 dividende réinvesti. Nous avons fait cette mesure au 27 août, c'est-à-dire hier soir. Hier soir, le fonds progressait de 12,30% contre un indice qui progressait de 11,02%. Autrement dit, on a gagné énormément pendant ce mois d'absence
Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a rien fait, au contraire, c'est justement parce qu'on avait pris un certain nombre de positions avant les vacances qu'on s'en est bien tiré. Et on a fait, sur le graphique que vous avez encore à l'écran, ce qu'on voit c'est que depuis le 10 août, c'est-à-dire le 10 août c'est un endroit où les marchés étaient quasiment plus hauts, on a connu avril et août, et bien depuis ce 10 août, l'indice CAC 40 dividendes réinvestis a reculé de 10,34%, quand notre fonds ne reculait entre guillemets que de 7,27%. C'est une bonne, c'est pas une surprise, Dieu merci, mais c'est une bonne réaction du fonds dans la tempête, un peu comme nous l'avions prévu. On voit sur le graphique suivant, où je le rappelle, on retrouve dans la première colonne les poids que nous avons en valeur défensive, financière, cyclique, semi-cyclique, TMT et tout ça, les performances. Eh bien, quand on regarde les performances, c'est essentiellement les défensives qui ont été très pénalisées pendant la période. Comme bien souvent, les défensives décrochent tout de suite, puis se stabilisent et toutes les autres valeurs suivent généralement. Eh bien, celles-là ont été très pénalisées et toutes les valeurs qui avaient une consonance cyclique, celles-ci, notamment celle de l'indice, elles ont été fortement pénalisées. Et on voit que les nôtres, en rouge à l'écran, ont beaucoup mieux réagi en règle générale et de façon assez homogène. Donc le stock picking, comme on l'avait dit, je le rappelle, depuis le 30 juin, le stock picking paye. C'est plutôt rassurant. Vous avez peu de croissance, donc peu de mouvements importants. Eh bien, les révisions sur un certain nombre de titres qu'on décrira un petit peu plus loin, ces révisions donnent une espérance de gain supplémentaire sur les titres et elles se vérifient malgré la tempête. On n'est pas en sell-off complet, ce qu'on a failli connaître lundi, mais on a un certain nombre de titres qui ont vraiment bien tenu. Donc, so far, so good. Et ce qu'on retrouve dans la dernière colonne, c'est le potentiel. Et vous voyez que le potentiel pour le coup du CAC aujourd'hui est élevé. Il va probablement y avoir un rattrapage indiciel. C'est ce qu'on surveille, c'est un des thèmes qu'on surveille énormément en ce moment. Redonner peut-être un petit peu d'indice temporairement. On appelle ça un mouvement purement tactique, plutôt que d'être stratégique cette fois-ci. Cette fois-ci, on va faire un peu de tactique. Donc sur du plus court terme. Oui, on le voit. Total, par exemple, hier commence la journée en hausse de 1%, la finit en hausse de 7%. Quand vous pesez 9% de l'indice, ça a un impact non négligeable. Ce matin, elle continue de monter. Donc, on est en train de regarder cela, parce que du Total, par exemple, on n'en a pas. Du LVMH, on n'en a pas non plus. Et donc, on fait attention à cela et à garder du potentiel important dans le fond. Alors, ce qui est intéressant à noter, c'est la différence de potentiel, comme disait Thomas, entre 12% et 16%. Ça a l'air d'être beaucoup en notre défaveur. Ce qui est vrai, c'est qu'on peut imaginer que les analystes financiers n'ont pas forcément corrigé de l'inflexion de la croissance finnoise et du report sur la croissance européenne, notamment dans les valeurs défensives. Et c'est ce qui a fait la performance et ce qui peut continuer à la faire, parce que le potentiel qu'on voit du Total et du portefeuille vont probablement se rapprocher avec les analyses et avec les sorties des analyses financières. En fait, la donnée qui me paraît intéressante, qui fait un lien avec la macro, c'est que la nature de la consommation chinoise est peut-être en train de se changer à travers cette crise. Et on était très pénalisé de ne pas avoir de luxe, par exemple. Finalement, aujourd'hui, on peut penser que ces valeurs ont reculé plus que les autres, parce que la nature de la consommation chinoise ne se portera peut-être plus autant sur ce type de support. C'est-à-dire que c'est peut-être le bas de la classe moyenne chinoise qui va porter la consommation chinoise et non plus le haut de la classe moyenne. Mais on a peut-être le temps de la jouer. Mais c'est ce qu'on joue en fait aujourd'hui. C'est ce qui nous profite. Le bas de la consommation chinoise, on a un peu de temps pour la jouer, parce que c'est vrai qu'il y a un fond, de toute façon, ça va pas s'écrouler tout seul, mais ça va pas progresser comme on imaginait que ça progressait. C'est plus ça, les performances de Danone, de Nestlé, etc. Alors si on procède par une analyse ligne par ligne du portefeuille. Exactement. Le portefeuille d'Interaction, on a repris son détail depuis le 10 août, dans lequel on voit la nature de la baisse et les contributions, c'est le tableau auquel vous commencez tous à être habitués. On y met le poids des titres que nous avons en portefeuille, la performance, la contribution et la contribution relative à l'indice CAC 40. Eh bien, ce qu'on peut voir dans ce classement qui est réalisé sur la base de la contribution relative, c'est que par exemple, notre plus belle contribution relative est celle de Sanofi. Et pourquoi? Parce qu'on en a évidemment moins que l'indice. Une correction de 11% depuis le 10 août, c'est assez important. Mais ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que à l'autre bout du scope, on a Score et Telefonica, qui sont nos principales contributions négatives cette fois-ci, toutes les deux absentes du CAC 40, donc c'est normal que ce soit des contributions négatives et relatives
identiques dans la même puissance. Et puis surtout, il y a une petite ligne, alors je suis désolé pour la lecture, où il y a marqué 5,78%. Et bien cette ligne-là, c'est celle qui nous explique que le fait de ne pas détenir d'autres valeurs du CAC nous a aidé à battre cet indice dans des proportions relativement importantes. J'en veux pour preuve Total, LVMH dont on vient de parler, des choses comme ça. Et si on passe sur le graphique suivant, qui est un graphique où là on a pris on a essayé de décrire ce qui s'est passé sur le CAC, eh bien vous voyez que un des seuls titres qui a tenu, c'est Alstom, qu'au passage on a acheté le 10 août, qui n'a rien trouvé de mieux que de monter depuis. On n'est pas à l'abri d'un coup de bol de temps en temps dans la gestion. On l'a renforcé depuis, pour être tout à fait précis, puisqu'on était à 0,50, on est monté à 1,5%. Et puis, pardonnez-moi, on est à 0,62%, autant pour moi. Sa performance est d'1,5%. On va en renforcer. Et à l'autre bout du scope, vous trouvez la tête des pertes. Et dedans, il y a évidemment Total et Sanofi, dont vous voyez que la contribution est proche de 3% sur les 10% de baisse. Autrement dit, vous avez 22%. Sanofi pèse 11% de l'indice et Total 9%. Vous avez grosso modo 20% de l'indice qui fournit 30% de la perte. C'est énorme. Et si on devait cumuler les 7 dernières lignes, vous avez 80% de l'indice qui justifie 70% de la perte. C'est considérable. Donc là cette performance, c'est quand même le choix de ce qu'on a présenté, disons, au moins en mai et en juin. Donc, et en juillet, ce sont des choix extrêmement marqués. Le fait de ne pas avoir de Total, donc 9% de l'indice, c'était marqué. Alors, ça va peut-être changer d'un point de vue tactique, si j'ai bien compris, les prochaines semaines. On a aussi évité ou arbitré l'aéronautique assez largement. Et donc, toutes les grandes exportatrices qui ont été les vedettes et qui seront sans doute les vedettes dans l'avenir, nous ont mis à l'abri. C'est vraiment des choix formidablement resserrés. Et puis, pour les arbitrages, on peut toujours le citer, quand on voit ce qu'a fait Schneider et ce qu'a fait Legrand, on a choisi d'être moins chinois et plus dans les plus européens. Et plus européens. C'est aussi un thème qui va être un peu récurrent. Justement, Hubert, on va rentrer dans le concret des arbitrages sur les valeurs. C'est le moment de notre rubrique gestion. Alors, Thomas, si vous pouvez effectivement revenir sur les arbitrages passés. On va raconter ce qu'on a fait pendant les vacances. Sur les plages. Sur les plages, pour ceux qui pouvaient être au bord de l'eau avec un temps clément. En tous les cas, moins clément qu'au mois de juillet, d'après ce que j'ai compris. Alors, on a acheté du Publicis. J'avais annoncé lors de la dernière émission qu'on achetait du Publicis. Ce qui est plutôt pas trop mal au moment où je vous parle. On a racheté de l'Alcatel, on a racheté du Technicolor aussi, on a renforcé ces deux titres et on a vendu toute notre ligne d'Essilor avant de partir le 3 août. Les stars dont on parlait, les stars du commerce mondial qui effectivement... sur lesquels on avait beaucoup progressé. Alors on se repose la question de revenir dessus, je reviendrai dessus un petit peu plus loin. On a acheté du Safran, fort de résultats qu'on a estimé très bons. On a soldé Renault, on a vendu toute notre position de Renault. Est-ce que justement en raison des inquiétudes du marché chinois Alors en fait, ce qu'on estimait nous, c'est que la montée de Renault, il faut savoir prendre des bénéfices, c'est le plus dur dans notre métier. Donc nous, on a dit, on commençait à voir quelques signes avant-coureurs de difficultés dans ces zones-là, qui sont des zones d'espoir claires et affirmées pour Renault comme pour Peugeot et donc pour tous les équipementiers. Nous, on a décidé de couper, on gagnait beaucoup d'argent, on gagnait 45 ou 50%, ce qui est beaucoup d'argent. Donc il faut savoir vendre et réutiliser l'argent ou pas, garder du cash. Et on a vu aussi que notre position cash est passée de 3% à 10% jusqu'il y a encore une semaine. On est remonté à 7% de cash en achetant des contrats futurs sur le fonds au moment de la baisse de lundi. Ce qui est une manière déguisée de racheter du Total. Aussi, pour répondre à votre question. Et dans le même temps, on a donc renforcé aussi Alstom à nouveau. On a renforcé Chargeur, dont on a qu'à se louer des résultats au moment où je vous parle. Alors, et puis on a vendu complètement Solvay. Renforcer Alstom alors Alstom parce qu'on a vu que le carnet de commandes était là, qu'on a enfin de la visibilité, qu'on va probablement avoir pas mal de commandes européennes
pour Alstom, avec des contrats et surtout des cash flows qui s'améliorent. C'était la maladie endémique d'Alstom. Et désormais, on a des cash flows qui sont au rendez-vous. C'est un des critères qu'on a oublié d'évoquer souvent dans notre émission. Les free cash flows s'améliorent. Bon, les cash flows s'améliorent, pas encore les free cash flows, mais les cash flows s'améliorent et donc c'est plutôt rassurant sur la santé financière du groupe. La Commission européenne a indiqué qu'elle était au bout de la négociation pour la scission du groupe. Et donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Parce que pour le rachat de la branche énergie du groupe par General Electric. Voilà, exactement. Alors je voudrais juste dire un mot de Publicis. Havas est la vedette du jour, ou à peu près, en ayant publié des résultats canons. Donc c'est vraiment un secteur qui est super concentré sur les États-Unis d'Amérique et l'Europe et le Japon. Hein. La publicité, c'est surtout ces zones-là. Et puis c'est du numérique. Donc on a les deux à la fois. Et donc c'est un très bon sujet. Et Safran, vous disiez également que vous alliez... En fait, on a eu fin juillet un résultat opérationnel qui était 7% supérieur au consensus. Donc c'est déjà remarquable. On voit que tout le secteur d'équipement militaire, que ce soit Safran, Rheinmetall qu'on a aussi en portefeuille ou quelques autres, se porte à merveille. Donc nous, ça nous va bien. Effet positif sur l'échange, extrêmement important. Bref, la valeur d'entreprise qui est égale à 9 fois et demi le résultat attendu en 2018, c'est pas mal, mais ça s'est déjà payé plus cher, donc on est plutôt confortable. Voilà, je trouve que en renforçant ces titres, encore une fois en faisant du stock picking, si on devait mesurer l'alpha et le bêta du fonds, le bêta étant sa réaction au marché, eh bien on a une première partie de l'année qui était très indicielle et jusqu'au 30 juin, et depuis le bêta, l'alpha pardon, c'est-à-dire le stock picking, le choix des valeurs paye. Dans la mesure qu'on a pu faire hier sur notre fonds, on est à 40% d'alpha, ce qui est relativement important dans le contexte actuel, et donc ça paye. Donc pourvu que ça dure, pour autant, méfions-nous du point de vue tactique de ce qui se passe en ce moment avec Total, LVMH et les autres. Très bien. Alors, et justement, ça sera le dernier point de l'émission. Est-ce qu'il y a une adaptation de votre stratégie, de votre tactique, déjà, compte tenu de l'environnement? Le fait d'être passé à 10% de liquidité et de les avoir réduits le meilleur jour, mais de les avoir réduits cette semaine, c'est déjà un gros changement et une adaptation à ce qui se passe. C'est vrai, c'est qu'il se passe quelque chose. C'est vrai, c'est qu'on est allé voir peut-être un peu bas sur les grandes stars, on le disait, sur LVMH. Hermès a publié des résultats ce matin qui sont canons, mais les résultats d'Hermès sont toujours canons. Donc on est habitué. Donc les grandes valeurs, il faut un peu les surveiller. Alors on en a encore, il ne faut pas non plus. Il faut un peu les surveiller. Mais la question, c'est les risques émergents. Et donc je prends un exemple, une valeur que j'ai beaucoup poussé à la vente et qu'on a fini par vendre, qui est Veolia. C'est que Veolia ou Suez Environnement, ils ont des cash flows considérables dans les pays développés, mais ils ont des risques dans les pays émergents. Et quand vous avez une ville de 10 millions d'habitants qui ne peut plus vous payer, vous ramassez quand même les poubelles. Moi, j'exagère un petit peu. Bien sûr. Bien sûr. Donc, du point de vue tactique, c'était important pour nous de se positionner cette semaine dans un mouvement qu'on a considéré comme extrêmement important. On a fait, pour rentrer dans le détail, une réunion de crise pendant où on voyait les marchés, y compris baisser jusqu'à moins 8% en séance. Ça a été un mouvement très violent. Pour autant, on voyait bien le contenu indiciel de la baisse et on s'est posé la question de savoir si c'était allait durer ou pas. Pour l'instant, eu égard aux éléments qu'on a, on considère qu'on aura un prochain rendez-vous dans un mois et demi probablement, sur d'autres tendances macroéconomiques en Chine. Et c'est celles-là qui confirmeront ou infirmeront justement le scénario noir qui a pu être évoqué pendant un moment. Méfions-nous quand même, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et ça risque de bouger pas mal. Il ne faut pas que les gens s'inquiètent, mais ça bougera pas mal dans le mois qui vient. Il faut bien comprendre que malgré le rebond, l'indice CAC 40 à 4630, 4640 n'a pas retrouvé, n'est pas repassé au-dessus de la tendance longue, la moyenne mobile à 200 bourses, comme on dit, donc la moyenne des cours pratiquement sur un an, qui a une tendance longue. On n'a pas retrouvé, on n'est plus très loin, elle est à 4780, mais on ne l'a pas encore retrouvé. Donc on est encore dans une zone réelle d'incertitude. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci messieurs. Et puis, dorénavant, on se retrouvera effectivement toutes les semaines. À la semaine prochaine.